À différentes questions encore qui ont été posées notamment par Ariane qui est plongée dans mon train. Dans ton train. T'es en train de faire quoi là? Oui, dans ton... s'il passe par mais je t'écoute en même temps. Ouais, non, mais je plaisante. Quelle est ta question? La question c'était la part de l'âme, tu as dit que tu y reviendrais par rapport à la part de fortune et par rapport au compositeur. Enfin, alors, donc, malheureusement, je n'ai pas bien programmé sur l'ordinateur, enfin, je n'ai pas réussi. Il faudrait que je prenne le temps. Nous utilisons en astrologie humaniste notamment deux parts. La part donc qu'on appelle la part de fortune, que tout le monde connaît en général. La part de fortune qui est, vous savez, un cercle avec une croix au milieu. La part de fortune on la trouve dans tous les livres d'astrologie traditionnelle et tout ça. Et d'une manière très matérialiste d'ailleurs, et la part de l'âme, ou part d'esprit. Ah, c'est l'esprit. Ou part d'esprit. Et la part d'esprit, alors je vous dis comment on calcule ces deux parts, on peut le faire à la main, de toute façon c'est assez simple. Pour la part de fortune, on ajoute la position de l'ascendant, de l'ascendant, plus la Lune, moins la position du Soleil. Donc la formule, c'est ascendant plus Lune, moins Soleil. Et la part d'esprit, c'est inverse, en fait, ascendant plus Soleil, moins Lune. Ah, c'est celle qu'on appelle diurne et nocturne. Comment ? Quand on m'avait appris, il y avait une part de fortune diurne et nocturne, ça correspond. C'est pas exact, je ne sais pas si ça va dans ce sens-là, mais... Mais ça symbolisait comment dans un... Alors, Rudyard l'a symbolisé... Voilà. Vous voyez là, d'ici? Oui. Rudyard le symbolise comme ça. Ça, c'est une flèche en bas. C'est la part de l'âme. C'est la part de fortune, c'est comme ça. Alors, vous pourrez regarder dans le livre de Rudyard sur le cycle de la lunaison, il parle de la part de fortune et de la part de l'âme. Dans le livre de Ruperti, où il parle ça s'appelle les multiples visages de la Lune. Il en parle. Et donc, voilà, la part de fortune, comme c'est la part lunaire, c'est-à-dire qu'elle est liée par le calcul de l'ascendant plus la Lune, c'est la part de la personnalité. Et la part de l'âme, comme c'est la part solaire, comme on dit, part de l'âme ou part d'esprit, c'est la part solaire, si vous voulez. Donc c'est la part de l'être essentiel, alors que la part de fortune est la part de l'être existentiel. Ces deux points, dans nos thèmes, quand on les met, vont nous donner des informations particulières par rapport à la Lune, pour la part de fortune, comment on peut le mieux exprimer notre moi lunaire, et la part d'esprit nous indique où on peut nous ressourcer éventuellement pour nourrir notre part solaire, notre soleil, notre être essentiel. Donc, dans un thème personnel, ça donne des indications intéressantes pour savoir où on peut se ressourcer. Si la part est en 12, comme pour moi, par exemple, la part de l'âme est en 12, conjoint à Mercure et tout ça, c'est-à-dire que ça renforce, si vous voulez, ma maison 12 comme étant une maison d'inspiration c'est là que je vais trouver les nourritures nécessaires pour mon âme. Et effectivement, c'est pour ça que, quelque part, on me qualifie de quelqu'un de mystique. C'est-à-dire quelqu'un de mystique, c'est-à-dire que je suis intéressé par
la dimension spirituelle. En fait, depuis toujours, bien que j'en ai pris conscience plus tard. Donc, si vous lisez par exemple l'encyclopédie des mystiques, alors maintenant je ne sais pas, c'était 3 ou 4 pavés sur les différentes spiritualités dans les différentes cultures, les différents pays, etc., sur le christianisme, le judaïsme, l'islam, et puis d'autres cultures, le bouddhisme, l'hindouisme, enfin, la part de... si vous lisez ça, une dame que j'aime beaucoup, que je cite souvent, qui s'appelle Marie-Madeleine Davy, une dame que j'ai rencontrée, qui était une femme merveilleuse, plus âgée que moi, évidemment, à l'époque, c'était une amie de Germaine Hollet. Et Marie-Madeleine Davy est une femme extraordinaire. Elle a écrit d'ailleurs, vous pouvez prendre son thème et regarder son autobiographie qui s'appelle « Traversée en solitaire ». Mais c'était une femme qui a écrit des livres tout à fait remarquables que je recommande vraiment pour les astrologues humanistes et transpersonnels, L'homme intérieur et ses métamorphoses. Je l'ai souvent cité. Un autre livre qui s'appelle « La connaissance de soi », un petit livre, mais tout y est dedans. C'était une femme qui a écrit un livre sur Nicolas Berdyaev, un philosophe spirituel russe qui a quitté la Russie au moment de la Révolution de 17, enfin ses parents, je ne sais plus maintenant, puis donc vivait en France, mais c'est très intéressant. Elle a écrit un livre sur Henri Le Sceau, le père Henri Le Sceau, qui était un moine bénédictin, un breton, comme son nom peut l'indiquer, Le Sceau, S-A-U-X, pas S-O-T. Le père Henri Le Sceau est parti en Inde, rejoindre un autre père qui s'appelait le père Jules Monchanin, qui avait fondé une sorte d'ashram chrétien en Inde. Et le père Henri Le Sceau, qui fait partie de mon panthéon, au même titre que d'autres dans ce domaine-là, comme Thomas Merton, comme Teilhard de Chardin, dans le christianisme, le père, donc Henri Le Sceau, est parti donc en Inde rejoindre cet ashram chrétien et il a découvert l'hindouisme. Mais sans jamais perdre sa foi chrétienne, il est toujours resté chrétien, il est devenu hindou en même temps. Il est devenu un swami, Abhishidananda. On ne sait, à un moment, il a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu, parce qu'il était devenu comme un sadhu, vous savez les sadhus. Le but de l'incarnation, c'est la réalisation de soi dans le sens que les hindous pourraient appeler l'illumination, dans le sens de le retour à la maison du Père, comme diraient les chrétiens. En tout cas, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'en est pas moins vrai que la vie à ce but-là, en tant que, pour chacun de nous, en tant qu'individu, à ce sens-là, toutes les épreuves, les épreuves que nous traversons sont liées à la nécessité d'ouvrir notre conscience pour progresser vers plus de conscience, vers cette ouverture qui est à la fois ouverture de la conscience, ouverture du cœur, jusqu'à arriver à ce que ce soit l'âme, l'être essentiel en nous, qui dirige notre vie, et non plus notre ego, notre personnalité, enfin tout le travail que nous devons faire, c'est ça. En tant qu'individu et en tant qu'individu appartenant à un collectif, à quelque chose de plus vaste, nous sommes des éléments, des cellules, et bien là, c'est là que les planètes transpersonnelles dans le thème peuvent jouer au niveau des fonctions, et éventuellement aussi pouvoir
envisage à cette synthèse dans ces différents plans, individuels et collectifs. Donc voilà, ça c'est important. Avant de démarrer dans cette perspective, Hello, Jojo. il est essentiel pour moi Good morning. de redéfinir ces trois planètes, à la fois dans leur perception particulière et puis dans ce qu'elles représentent dans la dynamique de l'astrologie, pour pouvoir faire ce travail de synthèse à partir de ce que je vais pouvoir dire. Enfin, des êtres qui quittent tout pour se balader en Inde à la quête de l'esprit, justement. Donc, Marie-Madeleine Davy, pour revenir au départ, mais ça me permet de parler d'elle, parce que tellement elle est merveilleuse. Juste en passant encore, hein, coquelène, mais je reviendrai au départ. Si vous voulez bien connaître Marie-Madeleine Davy, et ça, c'est une amie que j'ai rencontrée sur Facebook, qui s'appelle Armelle Dutruc. Bon, peu importe le nom, mais qui est une femme qui a écrit 2 livres sur Marie-Madeleine Davy. Regardez Armelle Dutruc. Donc on a commencé à correspondre parce qu'on a cette... c'est aussi une chrétienne, mais qui a écrit 2 livres sur cette femme extraordinaire. Donc Marie-Madeleine Davy, dans l'encyclopédie des mystiques, la préface, et c'est pour ça que j'en parle, qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que le mystique exactement, elle dit? Le mystique est celui en qui l'esprit, avec un grand E, a fait sa brèche. Alors elle explique, il faut le lire, j'en ai mis des passages, je crois, quelque part. Et elle explique que les mystiques sont rejetés, même par les églises. Hein, par les églises, comme Rumi a été rejeté. Il faut bien voir, par exemple, que les soufis, pour parler d'eux aussi, qui sont une autre branche à laquelle je suis rattaché, les soufis sont, dans les pays musulmans, sont tyrannisés. Souvent, comme en Iran par exemple, hein, parce que c'est la spiritualité de l'islam, mais qui ne cadre pas, comme tout mystique, dans le contexte de l'Église, on peut dire finalement, hein, de ce qu'il faut faire et pas faire. Si vous lisez Rumi, par exemple, eh ben, ça vous apportera ça. Donc l'esprit, c'est celui qui... Enfin, le mystique, c'est celui en qui la brèche... L'esprit a fait sa brèche. Hein, c'est celui qui est traversé par le divin, finalement. Hein, par le transpersonnel. Comment il l'appelle déjà, Weber? Hein, l'absolu, il l'appelle aussi. L'absolu. Alors on rejoint Arnaud Desjardins, on rejoint tout ça. Hein, et donc, la part d'esprit, puisque je suis parti de là, c'est l'endroit en nous où l'esprit peut faire sa brèche. C'est-à-dire là où on peut se connecter à cette dimension transcendante qui est en nous, transpersonnelle, et qui nous permet de nous réaliser dans notre véritable identité spirituelle, c'est-à-dire quand le moi existentiel, qui est toujours là, devient non pas celui qui veut tout gérer, l'ego, tout ça, mais qu'il est Rudyard, il dit the lens, la lentille à travers l'esprit peut se manifester. C'est-à-dire qu'en fait, un mystique, c'est celui qui incarne l'esprit dans la matière. C'est pas celui qui reste perché à 10 000, d'après. Hein, c'est l'esprit dans la matière, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, on est dans cette dimension-là intérieure, qu'on épluche des carottes, des patates, qu'on fasse le ménage, qu'on aille aux toilettes.
On est dans la présence en permanence, que j'évoque et que j'invoque à chaque fois qu'on commence un séminaire, pour que la présence soit ici, reprenant cette phrase de Jésus, qui est considéré comme un prophète en fait, qui dit « Si 2 personnes sont réunies en mon nom, je serai présent ». Mais le Christ, c'est l'Esprit. On peut l'appeler Bouddha, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler comme on veut, suivant nos croyances et nos inclinaisons, nos karmiques et autres. Donc, c'est pour ça que quand je démarre un séminaire, je vous le partage, j'invoque que cette présence soit parmi nous. Présence d'amour, de compassion, de tout ce que les mystiques peuvent développer. Et Marie-Madeleine Davy explique dans cette préface aux mystiques que les mystiques sont rejetés par les églises, mais que plus tard, on les reconnaît comme des saints, ou comme des Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, pour parler de notre culture judéo-chrétienne. On voit ces êtres extraordinaires dans quelque culture que ce soit, Sainte Thérèse de Lisieux. C'est dans un cadre spécifique, mais c'est des êtres mystiques complètement. Une fois, j'étais pris en stop, du temps où je faisais du stop, étant jeune, je lisais Teilhard de Chardin. Vous savez, Teilhard de Chardin. Et j'étais pris en stop par un curé. Comme par hasard, de Chevaux. Je venais de Strasbourg, je rentrais à Besançon. C'était en mai 68, dans cette période-là. Finalement, je lisais Teilhard de Chardin déjà à cette époque-là. Et donc, il n'y avait plus de train. Donc j'ai fait du stop pour rentrer chez moi, au moins voir mes parents, tout ça. Et on commence à discuter avec le curé. Et je commence à lui parler de Teilhard de Chardin. Ouais, il me dit, ouais, Teilhard de Chardin, c'était un mystique. Il n'avait pas... Vous savez qu'il a été à la limite d'être excommunié. Alors on retrouve ça dans tous les enseignements. Donc c'est pour ça, si je fais cette parenthèse, enfin cette digression, ou bien c'est que la part d'esprit, c'est cette dimension en nous, c'est le point dans notre thème où nous pouvons rencontrer l'esprit. Enfin, en tout cas, nous nourrir de tout ce qui peut nous amener à rencontrer l'esprit. Alors que la part de fortune, comme son nom l'indique, c'est la part de la personnalité, c'est la part de... mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas bien non plus. Parce que c'est là où on peut le mieux exprimer dans notre quintessence, le mieux exprimer qui on est dans notre personnalité, en bien comme en mal, suivant le chemin intérieur qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Donc voilà, ça c'est la part de fortune, la part d'esprit. Pour en revenir à la question initiale encore, ce qui est important et ce qui est très intéressant, c'est de regarder si, dans la comparaison de thème déjà, si une planète de l'un est sur la part d'esprit ou la part de fortune de l'autre. Dans les couples, en général, il y a des correspondances. Il y a des correspondances, ça veut dire comment l'autre nous nourrit, si sa planète tombe sur sa part d'esprit. Bon, je partage encore avec vous. Mira, elle a son Mercure Poisson et son nœud sud Poisson sur ma part d'esprit. Elle me nourrit plus que moi je ne pourrais le faire moi-même. Quand on crée quelque chose, un tarot, un oracle et tout, moi j'y suis pour rien. C'est elle qui est l'inspiratrice. C'est elle qui fait d'abord toutes les peintures, qui vont être les cartes du tarot ou de l'oracle et tout ça. Elle fait la structure. Après on en discute. Elle me dit voilà, moi je suis tout ce qu'elle me dit.
Je discute pas, je remets pas en cause, je suis. Et puis après, elle me dit, voilà, toi, tu vas faire les textes de la consultation. Et en fonction de la carte du tarot, elle fait des textes aussi, elle fait des poèmes, tout ça. Elle me dit, la consultation, ça c'est toi qui dois faire ça, parce que toi, tu sais l'exprimer en termes d'évolution, hein, pas rester uniquement dans l'aspect poétique des choses. Elle me fait des mots-clés. Alors bon, bien sûr, je lis ce qu'il a inspiré à elle, hein, et puis elle me dit, voilà, telle carte correspond à tel mot-clé, à toi de voir. Et comme ça, j'ai fait mes textes. Mais tout seul, j'aurais jamais fait ça. D'ailleurs, j'aurais même pas écrit mes livres sans elle. Hein, ils étaient à moitié écrits dans mon ordinateur, tout ça. Et elle me dit, mais il faut que tu fasses tes livres. Il faut que tu transmettes tout ça. D'une autre manière que tu le fais. Donc elle m'inspire. Je l'inspire évidemment d'une autre manière, je la soutiens dans ce qu'elle fait. Hein, donc on regarde ça d'un thème à l'autre. Ça peut apporter des compléments par rapport à tout ce qu'on m'a dit jusqu'à présent. On regarde aussi dans un thème composite les parts d'esprit, la part d'esprit et la part de fortune. Là, ça va nous dire comment la relation peut se nourrir de ce que représentent ces deux parts. Donc pour les Lyonnais, il y a une part et puis il y a la part Dieu de l'autre côté. De la même manière, on regarde dans la comparaison du thème avec le thème de chacun et le thème composite, on regarde comment ça joue aussi. Hein, ça apporte des informations très intéressantes et qui peuvent éclairer de manière plus subtile, parce qu'on regarde surtout évidemment les planètes, on regarde les planètes dans les signes, les planètes dans les maisons, on regarde tout ça, on regarde, j'en ai peu parlé mais c'est apparu dans tout ce que nous avons dit, on regarde aussi les aspects répétitifs entre deux thèmes, hein, ou dans le thème composite. Par exemple, quelqu'un qui a un carré lune, je sais pas, Saturne, et puis l'autre qui a une conjonction Lune-Saturne. Ou quelqu'un qui a... Ça, c'est ce qu'on appelle des répétitions d'aspects. On peut retrouver des mêmes aspects de carré entre deux thèmes, et qu'on peut retrouver du coup dans le thème composite, quoi. Donc, ça te suffit? Ah, c'est nickel. Juste une question, si on a la part d'esprit juste collée sur la destinée, ça veut dire que c'est dans la carrière professionnelle ou que... Attends, qu'est-ce que tu appelles la destinée? Le MC, là. AMC. Si elle est juste collée sur le MC, ça veut dire que c'est dans ta carrière professionnelle? Tout à fait. Ça veut dire que... présente partout. Ça veut dire que dans ta carrière professionnelle, tu peux exprimer cette part de toi-même si tu y accèdes. Hein, parce que la part de l'esprit, il faut y accéder. Elle est là, potentiellement, en chacun de nous. Hein, mais c'est un chemin pour y aller. Hein, oui. Et quel est le lien entre les deux? Entre la part de fortune et la part d'esprit? Il y a un chemin entre les deux? Ben, le chemin, c'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le chemin de la personnalité qui fait un travail sur elle-même pour devenir une lentille, hein, de l'esprit. Alors Rudyard fait la distinction, puisqu'on en parle, dans le transpersonnel, il dit, il y a d'une part, le transpersonnel, c'est la montée de l'énergie vers le divin et qui dépasse la personne, qui traverse la personne transpersonnelle. Mais il y a aussi la descente de l'esprit en nous. C'est transpersonnel, c'est-à-dire qu'il traverse notre personnalité. Et quand les deux se rencontrent, ça peut s'appeler la grâce. Et ça, quand on regarde les thèmes de mystique, justement, ou les thèmes de grands musiciens, comme Bach, comme Mozart, quelle qu'était leur vie par ailleurs, parce que Mozart avait une vie assez dissolue, paraît-il,
Enfin, c'est ce qu'il a voulu nous faire croire, Milos Forman. Regardez le film. Amadeus. Alors, je ne sais pas si... Enfin, c'est ce qu'on dit. Il a eu une vie assez facétieuse, en fait. Assez facétieuse, ouais. Mais vous vous rendez compte, Mozart, hein, il a produit des choses... il est mort jeune. Incroyable. Ouais, incroyable. Incroyable. Et très tôt dans sa vie... 30 ou 33. Donc... 35. Donc, voyez, le but, c'est de faire ce chemin entre l'âme et la personnalité. Il y a des livres aussi, bon, bien sûr, pour moi, qui est un grand trigone d'air, qui suis Verseau et tout, ça passe beaucoup par les livres, hein, mais pas obligé. Chacun son chemin, ça passe par les livres, mais en tant que le livre ne reste pas uniquement dans la tête, qui deviennent, pour moi, les livres, c'est comme la nourriture. On lit des livres, comme on mange, et puis après, c'est métabolisé et ça transparaît dans notre vie. Et je pense que mon témoignage de vie essaye d'exprimer ça. Hein, donc, par les livres, il y a vraiment tous ces aspects qui nous ouvrent des portes et des... Pour moi, les livres ont été un facteur de libération, d'ouverture, de bien-être. Alors que j'avais une vie d'enfance très difficile. Je vous ai toujours dit, 2 choses m'ont sauvé, la littérature et le sport, et le football. Et quand j'ai lu Camus, qui dit, et je le cite d'ailleurs dans le livre, Camus, à propos du football, parce que tout le monde me dit, ouais, tu t'intéresses au foot, tu lis l'équipe. Mais il y en a qui sont... Hein, c'est... Oui, bah, c'est ce que j'essaye de démontrer. Mais Camus disait, il y a dans 2 choses qui m'ont aidé dans ma vie, nous dit Camus. Maria Callas. Ah, ça c'est après. Non, Maria Casares. Marie. Ouais, c'est pas... Parce que Maria Callas, elle connaissait la chanson. Mais non, mais il disait qu'il y a 2 choses qui l'ont sauvé. Je n'ai pas la citation exacte, mais vous la trouverez dans mon bouquin. C'est que 2 choses m'en foutent. Qui l'ont amené à la fraternité, c'est le football et le théâtre. Et il parle vous savez que Camus était un grand fan de football, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs, qui vont au Parc des Princes de temps en temps, qui allaient au Parc des Princes, hein, comme Edgar Morin, il regardait des matchs de foot à la télé, tout ça. Enfin, hein, mais Camus était Gaulle quand il jouait au foot. Il était Gaulle. Donc, cette énergie-là est très importante pour bien comprendre tout le travail qu'on est appelé à faire dans la dynamique du thème, quoi, des thèmes. Alors, ça va Super. Super. À part le foot, mais... Ouais, toi tu t'en fous J'ai alors. un problème avec le foot, parce que ça m'empêche de dormir à Paris, mais... Pourquoi t'habites pas près du Parc des Princes? Oui, c'est vrai que quand... Paris, Oui, je sais, j'ai habité Paris. Moi, c'est un truc capitaliste, quoi. Mais ça me va des... Voilà, c'est ce que j'entends. Juste un souci avec le foot, parce que c'est très personnel, très très... Mais ça fait rien, on est champion d'Europe. Merci, Samuel, d'avoir répondu. En même temps, ça fait pas de sport, c'est le monde. Et puis en même temps, c'est la conscience, c'est le monde aussi qu'on vit. Dites-moi, le Gaulle du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué Gaulle, je crois? Oui, j'étais Gaulle au Racing universitaire algérois, qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris. Tout ça qu'il y a dans le sport de haut niveau, d'une manière générale, et dans le foot en particulier, c'est inadmissible qu'un type qui tape dans un ballon, aussi doué soit-il, touche des millions et des millions, alors que nous on rame pour... ça c'est complètement inadmissible.
En quelque sorte, oui. Et quelles sont, selon vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury? Bien, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise, mais je pense d'ailleurs sincèrement qu'il y a 2 ou 3 écrivains au moins qui méritaient d'être choisis avant moi. Mais puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement. Comme je lis l'équipe, une fois je suis allé faire une conférence, quand j'étais encore en Haute-Savoie, à Clermont-Ferrand. On m'avait invité pour faire un séminaire, une conférence à Clermont-Ferrand. Et je lisais l'équipe dans le train, en y allant le matin, il y avait une phrase de Michel Hidalgo. Vous savez, Michel Hidalgo, qui a été un grand footballeur, puis il a été entraîneur de l'équipe de France, un grand entraîneur. Et il parlait du foot, mais si on ne savait pas qu'il parlait du foot, on pourrait mettre cette phrase n'importe où. Alors je ne me rappelle plus exactement ce qu'il disait, mais il parlait de l'esprit de communauté, de la fraternité qu'il y avait dans le sport et dans le foot et tout ça. Mais il ne parlait pas de foot dans cette citation qu'il y avait dans l'équipe. Donc le soir, j'arrive pour ma conférence, et puis bon, il y avait du monde, le conférencier est toujours content quand il y a du monde. Même si j'emmène pas large quand j'étais au début de... Bon, c'était quand même pas si longtemps que ça, mais il y a 30 ans. Puisque ma fille a 30 ans, donc ça fait 31 ans, cette histoire-là. Et puis je commence en lisant la phrase d'Hidalgo. Je commence ma conférence sur la fraternité, l'unanimité, enfin, où il parlait de l'esprit du sport dans ce sens-là. Je m'adresse à l'audience, je dis, à votre avis, qui a écrit cette phrase ou de qui elle est? Alice Bellet, Rudyard. On me cite des noms. Je dis non, c'est Michel Hidalgo. Incroyable. Incroyable. Ah, j'aime bien ce genre de farce. Parce que ça montre On croirait pas. qu'on ne croirait pas et qu'il y a cette énergie-là. Vous savez, Raymond Domenech. Vous connaissez Raymond Domenech? Oui, mais toi, t'es pas... Il n'a pas marqué Oui, mais peu importe. Raymond Domenech, qui a été un arrière rigoureux et violent quand il était joueur, après il est devenu l'entraîneur de l'équipe de France, le sélectionneur. Et quand il était entraîneur de Lyon, il allait faire de l'astrologie à l'école d'astrologie de Villeurbanne, là où je enseignais, chez Pascal Bergeron. Il était ami avec Pascal Bergeron. Hein, j'ai enseigné à l'école d'astrologie de Villeurbanne pendant plusieurs années, à mon retour des États-Unis. Et il disait toujours, dans une équipe de foot, je ne vais jamais mettre de scorpions en même temps. Parce que sinon, ils vont finir par se bouffer le nez. Comme quoi, l'astrologie sert dans tous les domaines. Bon, c'est vrai que l'astrologie que nous pratiquons est une astrologie quand même qui vise au transpersonnel, c'est-à-dire amener les personnes à prendre conscience de cette autre dimension. En regardant Stéphane, ça me fait penser à Graf Durkheim. Hein? Les livres de Graf Durkheim sont d'une... C'est là que j'ai pris d'ailleurs la notion d'être essentiel et d'être existentiel. C'est en lisant Graf Durkheim. Je me suis dit, tiens, l'être essentiel, c'est le soleil, l'être existentiel, c'est la nuit. Hein, tu vois? Donc, c'est vraiment cette dynamique-là qu'il convient de préserver, de garder dans cette dynamique-là, quoi. Donc, les anecdotes que je vous raconte, mon désir, c'est d'arriver avec tous les outils que nous avons développés, et pour ceux et celles qui font la formation, pour vraiment éclairer le chemin vers le transpersonnel, eh bien, c'est le but de... Bon, tout le monde va dire, ouais, le transpersonnel, ça veut rien dire, tout ça. Mais c'est le but de la vie. On sait que, en dehors de
en dehors de ce qu'on vit en ce moment dans cette société hyper matérialiste. Hein, je vous ai parlé au début de la semaine, je l'ai reçu cet après-midi, enfin tout à l'heure, un livre et pourtant c'est dans Libération que je l'ai trouvé. Alors, c'est un livre de quelqu'un qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, Étier, je vous en ai parlé. Hein, et ce livre, c'est un livre de sociologie sur la société de consommation. Et pour moi, c'est important parce que les gens qui sont dans cette société... Renaud Étier. Dans nos sociétés de la surabondance, être comblé est peut-être la pire des choses. Il existe des mots plus lourds que d'autres, dont on devine, en les soupesant du regard, la densité conceptuelle. Alors, il faut creuser, ouvrir pour analyse. C'est l'opération à laquelle s'est livré Renaud Étier, professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest, Angers, dans Saturation. Un monde où il ne manque rien sinon l'essentiel. PUF, mars 2025. En dépiotant le terme, il révèle les métastases de l'époque. Trop de nourriture, trop d'objets, trop d'écrans, trop de bruit, trop d'offres, corne de surabondance. La religion de l'illimité propose un ersatz d'infini à des consommateurs en mal de transcendance. L'auteur décrit comment, selon lui, la libéralisation des mœurs, en repoussant interdits et limites, a réveillé les pulsions sur lesquelles prospère le culte de la croissance sans fin. Le constat n'est pas nouveau, mais Renaud Étier, en croisant les références et les disciplines, et surtout, en jouant avec les mots, affine le maillage textuel, habille le réel d'une texture nouvelle. Refusons d'être comblés, professe-t-il. Acceptons les manques et même le vide. Un programme plus philosophique que politique. Quoique, qu'est-ce que la saturation ? Ce n'est pas seulement la sensation ou le fait d'être objectivement submergé, c'est un processus, presque mécanique, par lequel on recherche une forme de jouissance, finalement nuisible, dans la surenchère d'activité ou de possession. Je ne crois vraiment pas qu'on écrit pour le succès. Je crois qu'on écrit pour les rapports qu'on a avec ceux qui vous lisent et pour qui on crée.
sont célibataires, mais c'est aussi deux êtres à la dérive, en fait. Ouais. Aragon a tenté de se suicider, en fait, quelques mois avant à Venise. Il sort d'une rupture un peu difficile avec Nancy Cunard. Il prend une dose mortelle de somnifères et on le sauvera de justesse. Elsa, quant à elle, écrit dans son journal intime qu'elle hésite à prendre du Véronal. Elle en a marre de la vie. Le Véronal, c'est le truc. Ouais, c'est le poison. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le 5 novembre. Donc la veille de leur rencontre au bar de la Coupole. Depuis 30 ans, nous travaillons ensemble toujours. Quand il arrive qu'Elsa écrit un roman, je suis pris de certains sentiments. Ce sont les sentiments de très profonde jalousie devant les personnages qui naissent et que je ne me serais pas cru capable d'animer et qui naissent en dehors de moi. Un jour, Elsa, mes vers monteront à des lèvres qui n'auront plus le mal étrange de ce temps. Ils iront éveiller des enfants palpitants d'apprendre que l'amour n'était pas qu'une fièvre, qu'il n'est pas vrai que l'âge assurément le vain, que jusqu'au bout la vie et l'amour c'est pareil, qu'il y a des amours noués comme une treille, tant que la veine est bleue, il y coule du vin. Enfin, moi, d'habitude, je fais celle que ça ne concerne pas, parce qu'autrement, c'est beaucoup trop gênant. Mais enfin, quand on est jeune, c'est une chose tellement normale qu'on vous dédie des vers. Mais tout mon orgueil, tout mon bonheur, c'est justement que je ne suis plus jeune, que j'ai les cheveux blancs. Et je me suis dit que peut-être on ne m'en voudra pas de ne plus avoir 20 ans. Et que ça sera même une consolation pour bien des femmes de voir qu'on peut être pas jeune du tout et avoir vécu avec un homme depuis 30 ans et quand même avoir un poème qui porte mon nom. Il me manque des mots. J'ai l'impression qu'en général, le langage humain est une chose très pauvre. Et je pense que la peinture, comme la musique aussi parfois, peuvent élargir ce qui manque au langage.
transite en conjonction des grandes planètes, donc Uranus, Neptune, Pluton, et Saturne bien sûr, et Jupiter. Parce que Jupiter, elle est entre les deux, entre le collectif et le personnel. Et Jupiter est très important parce que quand on est dans un transit de Jupiter, c'est une période propice à entreprendre quelque chose on peut réaliser quelque chose. Donc, tu manges pas avec nous alors? Ah si, tu reviens? Bien d'accord. Ah oui, oui. Bon, vous voyez le sens de cette énergie qui est entre les deux. Regardez dans quelle maison, dans quel site, ça apporte un plus. Hein? Par exemple, toujours pour témoigner de mon exemple, parce que c'est comme ça que j'essaye d'incarner, hein, c'est d'abord à partir de soi-même. Hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres. C'est Socrate qui disait ça. Hein, dans les philosophes de l'Antiquité, évidemment, Socrate et surtout son disciple Platon sont très importants. D'ailleurs, Pépin, il le cite souvent, Platon. Si vous avez lu La République, voilà encore une histoire d'alliés. Pour l'arrêter, tu fais quoi? Moi, j'ai redoublé ma philo, j'ai raté le bac une première fois, parce que bon, j'avais choisi un sujet au bac sur la liberté, comme j'étais marxiste à l'époque. Mais j'ai fait un peu engagé. Un truc très engagé sur la liberté. Et donc je me suis fait descendre. Alors je dis, le mec il devait être de droite, quoi. Qui est celui qui m'a corrigé. Enfin, peut-être que c'était pas bon du tout, effectivement. Et puis, donc j'ai redoublé, ce qui a été très dur, parce que tout d'un coup, tous mes copains depuis la 6e, ils partaient en fac, et moi je me retrouvais avec ceux qui suivaient et tout ça que je connaissais pas. C'était très dur. Mais j'ai eu un prof de philo qui venait de sortir de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie, un jeune, et il nous a fait travailler sur Platon, entre autres, et Bergson. Sur Platon, la République de Platon. Vous savez que dans la République de Platon, et c'est ça qui a fait tilt en moi, il y a la caverne, hein, le mythe de la caverne. Et ça c'est Platon, mais c'est la spiritualité finalement. C'est-à-dire que nous sommes tous dans une caverne et la lumière qui vient de l'extérieur dans cette caverne, on croit que c'est la réalité, qu'il n'y a pas d'autre réalité que ça. La lumière qui est projetée sur le mur. Relisez le mythe de la caverne. C'est très intéressant de voir ça. Donc, ce prof de philo m'a ouvert des portes. Toujours l'histoire de la rencontre de Pépin, de Charles Pépin, qui m'ont permis de faire un pas de plus dans ma quête, quoi, quelque part. Hein, dans ce que je devais être. Il m'a sauvé la vie, quoi, quelque part. Donc, regardez, Platon disait que ce qui est important, c'est qu'on témoigne dans notre vie de ce qu'on est vraiment, de ce qu'il n'y ait pas de hiatus entre notre discours et ce qu'on est dans la vie. Alors j'essaye de faire au mieux que ce hiatus n'existe pas, ou soit le moins possible, hein, mais dans ma propre vie. Hein, et ça, c'est regarder où est la part de fortune pour voir comment vous pouvez exprimer cette dynamique-là. Moi, j'ai la part de fortune en bélier, la 25 du bélier, et en maison 1. Ça veut dire, démerde-toi. Hein, parce que dans la maison 1, on ne peut compter que sur soi-même. C'est plus la part de fortune que la part d'esprit qu'on regarde pour être intègre à
on regarde la part de fortune, c'est la part de fortune, et comme elle est, je suis né presque juste après la nouvelle lune, la part d'esprit, elle est en maison 12, en poisson. Mais pour voir comment être vraiment intègre avec soi-même, il faut regarder la part de fortune. Oui, tout à fait, c'est un des éléments. Et là, on parlait de regarder entre deux thèmes. Il se trouve que Mira, à 25 degrés du Bélier, elle a sa Vénus. Bon, ça apporte peut-être quelque chose en plus, quoi, pour voir les comparaisons de thèmes, justement. Donc, part d'esprit, part de fortune. Voilà pour ce que ça me permet de développer par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je pourrais apporter un éclairage, parce que là, on ne va pas commencer à faire les thèmes maintenant, hein, parce que... D'autres questions? Une question? Non, je parle à Faustine. Non? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Si tu veux t'exprimer, sinon, c'est pas... T'as regardé avec sa mère? Ben, c'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur. Et c'est hyper intéressant, évidemment, je n'ai pas tous les termes, je ne comprends pas tout. Oui, en dehors des termes techniques, quoi. Non, je trouve ça hyper intéressant. C'est très large, donc purement astrologie, c'est très centré, je sais pas, mais là, ça ouvre sur plein de choses. Mais du coup, quelqu'un qui a sa part de fortune, par exemple, sur ta lune, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui lui apportes... C'est toujours dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est toujours dans les deux sens. Hein, c'est-à-dire que la lune va nourrir la part de fortune et va peut-être aider l'autre personne à mieux exprimer sa part de fortune. Ouais. Hein, et dans l'autre sens, c'est que celui qui a la part de fortune sur ta lune, eh ben, il va nourrir aussi ta lune de quelque chose de nouveau. Toujours le voir sous cet angle-là. D'autres questions? Non, mais moi j'ai besoin de questions là. Ça va? Ça va. Ça va? C'est bon? Bien. Alors, comme je disais, on ne va pas commencer à faire des thèmes maintenant. Du moins, demain, on fera un premier dans la première heure, enfin dans la première moitié. Si on veut, demain, on vient à 9h. D'accord? Comme ça, on prend un temps pour faire au moins 2 thèmes. Hein, pour faire 2 thèmes, pour mettre en pratique tout ce que je viens de dire. Et puis, pour que vous puissiez vous préparer aux ateliers qu'on fera aux dates qu'on a indiquées. Hein? Donc, du coup, c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. C'est pour ça que du coup, je ne mets pas la pression, quoi. Je ne me mets pas la pression. Questo è il fiore